l'action collective. Donc, si vous voyez le plan est sur le calendrier programme, ça c'était BABA sociologique séance 1 et première partie des classiques des sciences sociales. Donc on va faire ça aujourd'hui, on va commencer, on n'en parlera pas tout à fait fini, commencer le point 1.1, Karl Marx. Donc, dans ce premier temps, grand 1 des classiques des sciences sociales, c'est un temps réservé à des précurseurs de l'analyse de l'action collective dans les sciences sociales. Ça va être un peu plus sélectif que les auteurs contemporains où il y en aura plus et avec des courants, pas simplement des auteurs. Je ne traite pas tous les classiques qui ont traité la question de l'action collective, mais quelques-uns qui, disons, ont encore une actualité et qui, d'une certaine façon, peuvent être complémentaires. Tous ne sont pas aussi connus. Hein. La liste, c'est Marx, Simmel, Weber, Michels, ça c'est pour l'Allemagne, Tarde pour la France. En fait, les plus connus, c'est Marx et Weber. Simmel est un sociologue allemand de la même époque que Max Weber, mais qui a longtemps été moins connu en France. Robert Michels, plus ou moins, c'est un des premiers analystes des partis politiques au début du XXe siècle. Et Tarde, c'est un sociologue français de la même époque que Durkheim, mais qui a été éclipsé pendant longtemps par le succès de Durkheim, hein, et donc qui est redécouvert beaucoup plus tardivement. Donc, vous allez envisager des auteurs connus comme Marx et Weber. Sans doute que je veux dire que Weber est plus connu, parce que c'est les premiers éléments d'analyse de la professionnalisation politique, qui est important pour les. Et ça, c'est connu. Pour Marx, je vais un peu compliquer la vision sans doute que vous avez de Marx. Et puis, vous allez d'abord découvrir ces auteurs moins connus, Simmel, Michels et Tarde. Je vais lire d'une certaine façon les auteurs du passé à la lumière du présent des sciences sociales, d'ailleurs pourquoi ils ont commencé à poser des questions qui sont aujourd'hui des questions centrales pour les sciences sociales. Alors commençons par Karl Marx, grand 1.1, donc 1818-1883. Il est important de noter pour Marx l'entrecroisement de deux dimensions, cet entrecroisement étant moins courant aujourd'hui. C'est l'entrecroisement de dimensions intellectuelles dont l'amorce d'une sociologie et de l'activité politique dans sa biographie même. Il y a ces deux dimensions intellectuelles et politiques sont entrecroisées dans sa biographie. Donc c'est à la fois un savant et un militant révolutionnaire. Cet entrecroisement dans sa biographie de dimension intellectuelle et de dimension militante, on peut dire, ou politique, directement politique, de savant et de militant, a des effets sur les textes qu'on va traiter sur l'action collective. Puisque dans les textes qui vont nous intéresser de Marx, les deux aspects sont liés. Hein. Une analyse distanciée de type sociologique de l'action collective et une prise de position politique. On va les voir associées. Alors que, aujourd'hui dans les sciences sociales, ces deux aspects sont plus fortement dissociés. Il peut y avoir évidemment
politique dans la cité, mais en général, ça ne va pas être traité dans les mêmes textes, hein, déjà. Parce qu'il y a eu ce mouvement de dissociation dans des sciences sociales et de l'engagement proprement politique. Alors, je commencerai la partie consacrée à Marx par son relationnalisme méthodologique. J'en ai parlé dans la première séance, cette idée différente du holisme et de l'individualisme méthodologique, le relationnalisme méthodologique. Donc c'est moins connu chez Marx. Bon, certains, avec une vision lointaine de Marx, pensent qu'on doit le classer dans le holisme, bon, ce qui serait une erreur. Puis je m'arrêterai sur 3 livres qui ont une époque voisine. C'est des livres qui sont situés entre 1848 et 1852 et qui vont traiter particulièrement de l'action collective chez Marx. C'est sans doute le livre le plus connu, un des livres, disons, les plus vendus de l'histoire de l'humanité, à cause de la période communiste. C'est le livre en collaboration avec Friedrich Engels, le manifeste du Parti communiste, en 1848. Puis le livre Les luttes des classes en France, entre parenthèses 1848 et 1850. Donc ça c'est le titre Les luttes de classe en France 1848-1850. C'est un livre publié initialement en 1850. Et puis le livre intitulé Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte qui date de 1852. Enfin, dans un 5e et dernier point, je vais m'arrêter sur la distinction, quelqu'un en a parlé la dernière fois, distinction entre classe en soi et classe en soi, qui est utilisée beaucoup par les auteurs marxistes, qui est plus compliqué chez Marx. Alors, pour analyser Marx, je vais être amené à distinguer 2 choses marxiens et marxiste. Pourquoi marxien et marxiste? Ce que je vais appeler marxien, c'est l'ensemble de l'œuvre de Marx, avec des contradictions, des complications. Ça va être l'œuvre marxienne. Ce qu'on va appeler marxiste, c'est un courant qui s'est constitué en référence à Marx et qui a à la fois simplifié et unifié l'œuvre marxienne. Après sa mort. Le vocable marxiste a été un peu utilisé à la fin de la vie de Marx, et quand il voyait les gens qui se disaient marxistes positivement, il disait si c'est ça être marxiste, moi je ne suis pas marxiste. Mais massivement c'est arrivé après la mort de Marx, cette catégorie de marxistes. Donc les marxistes, ils sont partis de l'idée d'une supposée unité de l'œuvre de Marx. Ils ont donné une unité, une cohérence. Ils ont éliminé les choses qui n'allaient pas. Par exemple, c'est pas une chose que je vais traiter dans le cours, mais la notion qui est la plus importante chez Marx, le mot qu'on trouve le plus dans son œuvre, c'est individu. Et bien, les marxistes ont enlevé individu, l'œuvre de Marx. Individu est beaucoup plus présent chez Marx que classe sociale. Bon. Ce qui fait qu'une série d'auteurs, de commentateurs ont pu indiquer que Marx était un des auteurs individualistes. Les marxistes ont enlevé individu. Il y a une amorce chez Marx d'une autre source, disons, problématique, qui n'est pas simplement l'exploitation du travail humain, mais l'exploitation de la nature.
Donc il y a une amorce de dimension écologiste chez Marx, en contradiction avec sa fascination pour le progrès industriel du 19e siècle. Bon. Ce qu'on appelle les marxistes, pendant très longtemps, ont une interprétation productiviste de Marx et ont mis de côté ces notations. Bon. Les marxistes ont souvent privilégié les dimensions économiques chez Marx comme déterminantes. Ça ne veut pas dire que ces dimensions ne sont pas présentes, mais c'est contradictoire chez Marx. Par exemple, le marxisme va souvent tourner autour d'une phrase qui n'existe pas chez Marx: l'infrastructure détermine la superstructure. C'est une phrase qui n'existe pas chez Marx. On ne trouvera jamais chez Marx cette formulation, dans aucun texte. L'infrastructure au sens de l'économie qui déterminerait le reste, hein, le droit, l'idéologie, la politique. Donc voilà, il faut bien distinguer le marxien du marxiste. Le marxien, c'est composite, c'est contradictoire, ça change en fonction des périodes. Le marxiste, c'est cette vision unifiée et cohérente qui a été donnée de l'œuvre de Marx, et souvent c'est l'idée qu'on finit par se faire, soit qu'on soit pour, soit qu'on soit contre, de Marx. Souvent d'ailleurs, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre partagent une idée assez commune de ce que c'est, soit pour le condamner, soit pour le défendre. Le marxien et le marxiste. Si je fais ça, c'est parce que je suis des conseils méthodologiques du philosophe Michel Foucault, dans deux textes de 1969, un livre, L'archéologie du savoir, et une conférence, Qu'est-ce qu'un auteur? Deux textes, L'archéologie du savoir, le livre, la conférence, Qu'est-ce qu'un auteur, date de 1969. Et Foucault met en cause ce qu'il appelle les continuités irréfléchies et les synthèses toutes faites. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans l'histoire traditionnelle des idées et de la philosophie, on a tendance à chercher spontanément, forcément, une unité et une cohérence chez un auteur. On va dire qu'il y a une cohérence de l'œuvre de Durkheim, il y a une cohérence de Marx, il y a une cohérence de l'œuvre de Weber, ça c'est pour la sociologie, mais de Platon, d'Aristote, de Spinoza, de Rousseau, etc. Foucault nous dit que ça c'est un présupposé qui est marqué par une certaine discipline universitaire qui est l'histoire à la fois des idées qu'on trouve dans les facultés de droit et les facultés de sciences politiques et dans l'histoire de la philosophie. C'est un présupposé en fait non réfléchi d'une supposée unité nécessaire et cohérence nécessaire et continuité de ce qu'a écrit un auteur. C'est pourquoi Foucault parle de continuité irréfléchie et de synthèse toute faite. Continuité irréfléchie, c'est-à-dire que c'est une continuité qui est postulée automatiquement. Dès que j'ai un auteur, je suppose qu'il y a une continuité dans tout ce qu'il a écrit. Elle est irréfléchie parce qu'elle est posée au départ. Et synthèse toute faite, c'est une synthèse qui est faite même avant d'y réfléchir. Donc quand j'ai un auteur, je veux d'une certaine façon qu'il soit cohérent, et même s'il y a une contradiction, que finalement il y a une cohérence qui englobe cette contradiction. Et la plupart des manuels que consultent les étudiants
postule ses cohérences sur les auteurs. Par contre, évidemment, les différentes lectures qui sont faites de ces auteurs et les différents manuels, donc c'est pas la même cohérence. Donc, en mettant à distance ce présupposé de cohérence d'un auteur et d'une œuvre, Foucault nous invite alors, contre ces cohérences forcées, à explorer des fils hétérogènes chez un auteur et des contradictions. Pas rabattre immédiatement sur l'idée d'une cohérence et être sensible à ce qui est hétérogène dans les choses qu'ont pu écrire un même auteur à des époques différentes, mais parfois on va voir dans le manifeste du Parti communiste, dans un même texte, c'est assez incohérent. Un même texte. Donc, distinguer marxien et marxiste et être sensible à ce qui est hétérogène et contradictoire chez un auteur au lieu de postuler une cohérence. Puisque c'est l'axe du cours, Marx a écrit beaucoup de choses, je vais m'intéresser à Marx sous l'angle de ce qu'il a dit sur les classes sociales et l'action collective. Mais Marx n'a pas parlé que des classes sociales et de l'action collective. Donc je vais en fait m'intéresser à cet aspect. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, c'est méconnu beaucoup des marxistes, mais la question de l'individualité, les individus sont saisis de manière relationnaliste, c'est-à-dire saisis dans des rapports sociaux, c'est un élément très important chez Marx, individu, individualité. Mais ce n'est pas le thème que je vais aborder, donc c'est pas parce que je vais aborder l'action collective et classe qu'on va dire Marx est un auteur qui s'intéresse au collectif. Non, c'est parce que c'est un cours sur l'action collective que je vais parler de ces aspects, mais en fait, ce n'est pas forcément le plus important chez Marx. Je dis individu, c'est très important. Pour ceux que ça intéresse, je renvoie à un livre qui est en biblio, qui n'est en fait pas un livre de moi, mais de Marx, puisque c'est Marx du XXIe siècle, c'est en fait des extraits commentés de Marx. Et disons, ce que j'écris, c'est à peine 20% du livre. Le reste, c'est des extraits de Marx. Et la plus grosse partie du livre, c'est les textes sur l'individu. Il y a aussi des textes sur l'écologie. Bon. Donc, ne pas déduire qu'on va traiter cet aspect classe et action collective, va en déduire que Marx ne s'intéresse qu'au collectif. Donc, comme je l'ai dit, 5 points. Le relationnalisme méthodologique, 3 livres. Le manifeste du Parti communiste, les luttes de classe en France, le 18 première de Bonaparte. Et enfin, la distinction classe en soi, classe pour soi. Alors, premier point, grand A, on va dire, le relationnalisme méthodologique de Marx. Relationnalisme, comme on l'a vu à la première séance, de relation. Donc avant de passer au premier livre qui nous intéresse sur l'action collective, il faut préciser la méthodologie de Marx. D'autant plus que souvent Marx est associé au holisme méthodologique, c'est-à-dire cette idée que Marx ferait, comme Émile Durkheim, prédominer le tout de la société sur l'individu, ce qui serait une erreur. Donc Marx se situe plutôt dans le cadre d'un relationnalisme méthodologique. Alors vous retrouverez les citations dans le PowerPoint, mais il y a 3 citations qui mettent clairement en évidence cette approche relationnelle. Relationnelle au sens de axé sur les rapports sociaux. Voilà, c'est la notion de rapports sociaux qui est importante chez Marx. Et une modalité des relations entre individus. Et tant les individus que les formes collectives, comme la société, sont saisis comme une forme des rapports sociaux. Donc, premier texte, un texte de jeunesse de Marx, la partie philosophique, disons, de l'œuvre de Marx, non publié de son vivant, c'est les manuscrits de 1844, donc un texte
est écrit en 1844, il n'a pas été publié avec le manuscrit courriel de 1840. Voilà ce qu'écrit Marx. Il faut surtout éviter de fixer de nouveau la société, et Marx met société entre guillemets, comme une abstraction en face de l'individu. Il faut surtout éviter de fixer de nouveau la société entre guillemets, comme une abstraction en face de l'individu. L'individu est l'être social. Et être social est en italique chez Marx. L'individu est l'être social. Il faut surtout éviter de fixer de nouveau la société comme une abstraction en face de l'individu. L'individu est l'être social. Première indication méthodologique, il ne s'agit pas de mettre d'un côté la société, de l'autre l'individu. Et Marx met société entre guillemets, comme une abstraction, par exemple, qui engloberait les individus. Non, la spécificité des sociétés humaines, c'est que l'individu est une forme sociale. Donc il n'y a pas l'individu face à la société, il y a l'individu comme une forme sociale, un être social. Donc, cette première indication méthodologique nous amène à casser l'opposition entre individu et société. Qu'on trouvera bien plus tard chez les sociologues contemporains, par exemple chez Norbert Elias, ça va être un élément très important de casser l'opposition entre individu et société. Ce n'est pas la position de Durkheim, puisque la position de Durkheim pose la société comme un tout qui englobe l'individu, mais il pose bien la société comme une abstraction. On peut dire que la phrase de Marx, c'est par avance une critique de Durkheim. Deuxième texte, un peu après, c'est un texte aussi non publié de son vivant, c'est un texte de 1845. C'est ce qu'on appelle les thèses sur Feuerbach. Feuerbach est un philosophe de l'époque de Marx, que va critiquer Marx, dont Marx est au départ proche. Feuerbach, comme Marx et d'autres, font partie de ce qu'on appelle, quand Marx est jeune, les jeunes hegeliens de gauche. Bon, les jeunes hegeliens de gauche. C'est-à-dire, c'est des lecteurs de gauche de Hegel. Dans ces thèses sur Feuerbach, 1845, c'est la 6e thèse. Voilà ce qu'écrit Marx. Mais l'essence de l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé. Dans sa réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux. Mais l'essence de l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé. Dans sa réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux. Comme dans le texte, l'extrait précédent, Marx critique la société comme une abstraction. Ici, il critique l'individu comme une abstraction, qui serait isolé les uns des autres. Mais ce qui est particulier à l'homme, c'est les rapports sociaux. L'homme renvoie à l'ensemble des rapports sociaux, à des relations sociales. Mais l'essence de l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé, dans sa réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux. La particularité des humains et des sociétés humaines, c'est le fait que ça renvoie à chaque fois à des configurations de rapports sociaux, de relations sociales. Plus avant chez Marx, c'est la multiplicité
des manuscrits préparatoires qui donneront par la suite le Capital de Marx. Il y en a beaucoup qui n'ont pas publié les vivants de Marx, mais qui sont très nombreux, ce qu'on appelle les Grundrisse. C'est les manuscrits de 1857-1858. Le prétendu point de vue de la société revient à négliger les différences qui expriment la relation sociale. Le prétendu point de vue de la société, et Marx met point de vue de la société entre guillemets, revient à négliger les différences qui expriment la relation sociale. Encore une critique, disons, prémonitoire de Durkheim, d'une certaine façon. Il n'y a pas un point de vue de la société globale, parce que, à partir du point de vue de la société, ça serait négliger les différences dans ce qu'on appelle la société, qui sont exprimées par les relations sociales. Et Marx met entre parenthèses, parce que là il parle d'un type de société particulier, relation de la société bourgeoise. Le type de relation qui serait celle de la société bourgeoise ou capitaliste. La société ne consiste pas en individus. La société ne consiste pas en individus, ce n'est pas la somme des individus, la société, mais exprime la somme des interrelations, les relations au sein desquelles ces individus sont insérés. La société ne consiste pas en individus, mais exprime la somme des interrelations, les relations au sein desquelles ces individus sont insérés. Donc, ce qui intéresse Marx, ce n'est pas la société comme un tout, ce n'est pas les individus en tant qu'ils seraient isolés, mais c'est l'ensemble des interrelations qui se nouent entre les individus et dans lesquelles les individus sont insérés. Donc, à travers ces trois citations qui sont dans des époques un peu différentes, 1844, 1845, 1857, 1858, on a plutôt chez Marx donc un point de vue qui non pas insiste sur la société comme un tout, qui disons, engloberait les individus, ni le point de vue des individus qui seraient isolés les uns des autres, mais un point de vue qui se centre sur les relations et les interrelations entre les individus, à des époques historiques différentes. Donc, on a plutôt un Marx, disons, relationaliste plutôt qu'un Marx holiste. Il y a quelques-uns d'ailleurs des auteurs américains qu'on appelle les marxistes analytiques, qui eux font de Marx un individualiste méthodologique. Et il y a aussi cette variante, mais disons, elle est peu acclimatée en vivant en Europe et en France, elle est très particulière au contexte américain, ce qu'on appelle les marxistes analytiques. On Marx un individualisme méthodologique. La vision la plus courante quand on a jamais lu Marx ou quand on a lu des petits bouts qu'on peut avoir, c'est plutôt que Marx, ça serait quelqu'un qui ferait prédominer le point de vue de la société sur les individus. Voilà. Et donc plutôt, ça serait un holiste. Une fois cette précision, disons, méthodologique apportée sur le grand A, on va passer au grand B, le premier livre, le plus connu, un des livres les plus vendus dans l'histoire de l'humanité, un livre très court, le manifeste du Parti communiste. Grand B, le manifeste du Parti communiste, entre parenthèses, 1848. Deux précisions sur le contexte d'écriture de ce texte. Premièrement, c'est un des livres les plus connus de Marx, qui a beaucoup servi à construire l'idée du marxisme. C'est un texte très court, mais que Marx ne voulait pas écrire. Il y avait eu le congrès à Londres en 1847,
de la Ligue des communistes, auquel participe Marx, qui était une construction internationale, et Engels, qui était un des maîtres d'œuvre de cette Ligue des communistes. Cette Ligue des communistes avait plus ou moins abouti à un semblant de programme, de mesures à appliquer. Et Engels voulait qu'autour de ce programme, il y ait un texte, disons, de cadrage politique court. Bon. Et puis, Engels a tanné Marx pendant longtemps et il ne voulait pas rendre ce texte. Et puis finalement, il l'a écrit peut-être en 4-5 jours. Bon. Donc attention, c'est un texte écrit de manière très rapide. On en fait le cœur de l'œuvre de Marx, du marxisme, etc. Mais c'est un texte qui, sous la contrainte de son ami Engels, il est écrit en 4-5 jours. Bon. Deuxièmement, il faut faire attention au mot parti. Parce qu'à l'époque, la notion de parti n'est pas stabilisée. Et d'ailleurs, on utilise le mot ligue, parti, parfois association, c'est pas très clair. C'est pas clairement distingué de choses comme les syndicats à l'époque. Et c'est pas les partis de masse qu'on a connus, qu'on verra avec Robert Michels, qui se développent simplement à partir de la fin du 19e, début du 20e siècle. Donc dans la Ligue des communistes, qui est un regroupement international, il y a quelques centaines de personnes. Il ne faut pas voir ça comme quelques centaines de personnes qui sont reliées avec des relations assez lâches, sans vraiment de direction très nette, sans forme bureaucratique, sans hiérarchie, avec des liens souples entre les différentes formes, individus, groupes. Donc évidemment, quand on entend le mot Parti communiste et on voit Marx, on a l'impression que ça renvoie aux partis communistes qui sont venus après, bien après. Mais, donc il faut se défaire aussi de cette vision rétrospective. Alors, on va lire le manifeste du Parti communiste sous un double éclairage. Tout d'abord, on va lire le manifeste du Parti communiste comme un texte sociologique. Et on va lire le manifeste communiste comme un texte politique, militant. Donc ça ne va pas être le même éclairage si on le lit comme un texte sociologique, ou précurseur de la sociologie, si on le lit comme un texte directement politique et militant. Il est à la fois les deux, et donc c'est la difficulté de la lecture du texte. En le lisant comme un texte sociologique, à la lumière des problématiques actuelles des sciences sociales, on va saisir dans sa sociologie pionnière ou amorcée de Marx, on va saisir une tension dans son texte entre deux orientations différentes, voire contradictoires. Une orientation qu'on va appeler objectiviste, de objectif, objectivité, objectiviste, et une orientation qu'on va appeler constructiviste, de construction. C'est-à-dire, on va avoir une partie des formulations de Marx qui vont nous faire voir les classes comme une donnée objective qui explique la réalité, le comportement des individus. Ça va être la pente objectiviste du texte. Mais on a d'autres formulations dans le texte qui vont aller en sens inverse. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas qu'un auteur qui a des formes hétérogènes, mais même un même texte. Il faut être attentif aux formes hétérogènes qui sont dans un même texte, un même livre, même un livre court comme celui du manifeste du Parti communiste. Il va y avoir d'autres formulations qui vont faire des classes une construction sociale et historique. Non pas comme une donnée objective, mais comme le produit d'un processus. Et objectivisme, là plutôt objectivisme économiste chez Marx,
et constructiviste, ce sont justement deux orientations qui s'opposent dans les sciences sociales contemporaines. C'est plutôt le pôle constructiviste qui a pris la primauté, alors que pendant longtemps, la vision objectiviste était dominante. Donc, on va saisir chez Marx une tension entre une approche objectivisée aux groupes sociaux, qui dote les groupes sociaux d'une objectivité inscrite dans l'économie, ce que Marx appelle les rapports de production, et que les marxistes appellent l'infrastructure. Alors, le mot infrastructure n'existe pas chez Marx. C'est quelque chose qui semble associé à Marx. Marx parle de rapport de production. Et une approche constructiviste qui fait des groupes sociaux le produit de pratiques politiques, au contraire. Le deuxième, ça c'est si on prend le texte de Marx comme une amorce de sociologie. Le deuxième éclairage du texte, c'est si on prend au sérieux le fait que c'est un texte politique. Ça s'appelle Manifeste du Parti communiste. C'est un texte qui vient après un congrès d'une nouvelle organisation politique qu'on appelle la Ligue des communistes. Donc évidemment, on ne peut pas ne pas prendre en compte la dimension directement politique et militante du texte. Et là, si on prend cette dimension politique ou militante, on va avoir une tension entre l'analyse distanciée des mobilisations collectives que propose Marx, sociologue, et le prophétisme d'un texte politique. Il va y avoir cette tension entre analyse distanciée de l'action collective et prophétisme politique. Lui n'est pas distancié puisque, d'une certaine façon, il a tendance à confondre analyse de la réalité et ce qu'il voudrait que la réalité soit en tant que militant. Ça, c'est une tendance du registre militant de confondre la réalité observable et ce qu'on souhaite être la réalité. Donc, deux éclairages. L'éclairage du texte comme un texte sociologique avec une tension entre objectivisme et constructivisme. Le texte comme texte militant avec une tension entre analyse distanciée et prophétisme militant. Alors, premier aspect, petit 1, aspect économiste objectiviste, puisque c'est deux modalités. Les mêmes, on va mettre un tiret, économiste et objectiviste. Économiste, parce que c'est donc une objectivité qui est inscrite dans l'économie. Aspect économiste objectiviste d'un texte sociologique. Là, on le prend comme un texte sociologique. Aspect économiste objectiviste d'un texte sociologique. À un certain moment, Marx et Engels, mais j'ai dit c'est surtout Marx parce que Engels, il est co-auteur, parce que c'est lui qui a formulé le programme à la fin du texte, mais en fait, le principal du texte a été rédigé par Marx. Marx décrit les classes sociales comme des données intemporelles, comme des données, pas comme un produit, comme des données. Pas comme un input, mais comme un output. Donc l'inverse, pas comme un output, mais comme un input. Alors, voilà une phrase célèbre. Aux époques historiques anciennes, nous trouvons presque partout une organisation complète de la société en classes distinctes, une hiérarchie variée de positions sociales. Aux époques historiques anciennes, nous trouvons presque partout une organisation complète de la société en classes distinctes, une hiérarchie variée des positions sociales. C'est-à-dire les classes sociales seraient une donnée intemporelle de toute l'histoire de l'humanité. La dynamique des classes apparaît alors portée par le mouvement économique de la société. Le mouvement économique de la société est le moteur de la dynamique des classes sociales.
Et ça, c'est indépendamment des pratiques et des représentations des acteurs. C'est indépendamment des visions du monde des individus et de ce qu'ils font, de leur pratique. Je cite, le développement de l'industrie n'a pas pour seul effet d'accroître le prolétariat, mais aussi de l'agglomérer en masse de plus en plus compacte. Le développement de l'industrie n'a pas pour seul effet d'accroître le prolétariat, mais aussi de l'agglomérer en masse de plus en plus compacte. Donc, c'est les développements de l'industrie qui créent le prolétariat, dans cette formulation. Qui créent le prolétariat et qui, peu à peu, créent de plus en plus d'agglomération du prolétariat dans les ensembles industriels et dans des ensembles urbains. Et Marx continue, les intérêts et les situations se nivellent de plus en plus au sein du prolétariat à mesure que le machinisme efface les différences du travail et ramène presque partout le salaire à un niveau également bas. Donc, c'est le machinisme qui est le facteur principal de constitution des intérêts. Les intérêts et les situations se nivellent de plus en plus au sein du prolétariat à mesure que le machinisme efface les différences du travail et ramène presque partout le salaire à un niveau également bas. Donc, dans cette optique, c'est le développement de l'industrie et le machinisme qui est le facteur qui va produire les classes et leur dynamique. On a en quelque sorte une mécanique des classes, comme il y a en physique une mécanique. Et cette mécanique des classes, donc ces classes sont vues sous un angle principalement objectif. Le développement industriel, le machinisme. C'est dans un point de vue relationnel, c'est toujours relationnel, mais dans une objectivité, puisque les relations entre classes apparaissent constitutives de leur mouvement, mais sous une forme objective. Donc c'est bien dans une dynamique relationnelle, mais sous une forme objective. Un autre passage du manifeste, dans la même mesure où la bourgeoisie, autrement dit le capital, se développe, on voit se développer le prolétariat, la classe des travailleurs modernes qui ne vivent qu'autant qu'ils trouvent du travail et qui ne trouvent de l'ouvrage qu'autant que leur travail accroît le capital. Dans la même mesure où la bourgeoisie, autrement dit le capital, se développe, on voit se développer le prolétariat, la classe des travailleurs modernes qui ne vivent qu'autant qu'ils trouvent du travail et qui ne trouvent de l'ouvrage d'autant que leur travail accroît le capital. Donc, il y a bien une dynamique de relation. Le prolétariat existe dans sa relation avec la bourgeoisie et le bourgeoisie existe dans sa relation avec le prolétariat. Ils ne sont pas indépendants de l'autre, il n'y a pas une bourgeoisie qui existe et puis un prolétariat qui existe séparément. C'est leur relation qui les fait exister. Mais c'est dans ce cas-là une relation objective. Donc c'est bien un relationnalisme, mais avec une objectivité. Donc, dans certaines formulations de ce livre, ce sont bien les données économiques et technologiques qui impriment directement leur loi à la logique politique d'action collective et de mobilisation. Ce sont les données économiques et technologiques. Je cite encore, les progrès de l'industrie dont la bourgeoisie est le véhicule passif et inconscient remplacent peu à peu l'isolement des travailleurs nés de la concurrence par leur union révolutionnaire au moyen de l'association. Les progrès de l'industrie dont la bourgeoisie est le véhicule passif et inconscient remplacent peu à peu l'isolement des travailleurs nés de la concurrence par leur union révolutionnaire au moyen de l'association. C'est les progrès de l'industrie. Attention, que dit, ajoute Marx, dont la bourgeoisie est les véhicules passifs et inconscients. Vous voyez la très grande différence entre la pensée de Marx et, disons, le conspirationnisme soft qui, aujourd'hui, gangrène la critique sociale, du type, disons, la France insoumise, je dirais, comme exemple, mais ça pourrait être le NPA. C'est-à-dire que ce n'est pas les méchants riches qui manipulent dans l'ombre pour nous faire du mal, parce qu'ils sont méchants. Le progrès de l'industrie dont la bourgeoisie est le véhicule passif et inconscient. Il faut faire très attention.
il y a une très grande différence entre le conspirationnisme soft qui se prétend radical aujourd'hui sur Internet et les réseaux sociaux, et parfois qui se réclame de Marx, et la vision de Marx. La bourgeoisie est le véhicule passif et inconscient de processus qu'elle n'a pas déterminés, des processus objectifs. Mais ces progrès de l'industrie, ça conduit au fait que les travailleurs sont de moins en moins isolés, puisque ça développe des centres industriels de plus en plus grands, dans des centres urbains. Et peu à peu, l'isolement des travailleurs par le progrès de l'industrie est remplacé par leur union révolutionnaire. C'est-à-dire c'est le progrès de l'industrie qui produit aussi l'union des travailleurs. Donc l'action collective des travailleurs. Donc là aussi, on a toujours cette idée que les données économiques et technologiques, c'est ça qui donne le là à l'action collective. Souvent, la vision marxiste, il y a des versions, disons, plus intéressantes du marxisme, mais disons, la vision marxiste dominante pendant longtemps a souvent gardé comme axe principal ces aspects objectivistes et économistes. Souvent, dans ce qu'on appelle le marxisme, c'est ces aspects objectivistes et économistes qui ont été retenus. Et souvent, les marxistes et les anti-marxistes partagent la même vision selon laquelle ces aspects objectivistes et économistes sont principaux chez Marx. Et souvent, quand quelqu'un n'a pas lu Marx, mais a une idée de ce qu'il a écrit, c'est ces aspects objectivistes et économistes qu'on retrouve. Disons, dans l'œuvre marxienne composite, c'est ça qui a été filtré comme marxiste. Mais le problème, c'est que même dans un texte manifeste du Parti communiste, il y a des choses contradictoires avec ces aspects objectivistes et économistes. Contradictoires et non articulés, parce qu'ils ne sont pas articulés entre eux. En fait, ce sont deux fils hétérogènes qui ne sont pas articulés dans le texte. C'est le deuxième point. Deux aspects constructivistes d'un texte sociologique. Aspect constructiviste d'un texte sociologique. Je prends toujours le texte de Marx pour un texte sociologique. Les aspects économistes objectivistes ne sont pas d'ailleurs que liés au marxisme. Par exemple, les analyses libérales de l'action collective sont aussi des analyses économistes. Souvent, on y reviendra, mais autour de l'idée d'un calcul coût-avantage des intérêts des acteurs. Mais ils vont faire des dimensions des intérêts économiques l'élément central des comportements des individus. Donc, aspect constructiviste d'un texte sociologique. Donc, les pentes économistes et objectivistes des formulations que j'ai rappelées sont contrebalancées par d'autres formulations dans le même texte. Je dis contrebalancées par articulées. Où la classe, dans ce cadre de ces nouvelles formulations, toujours dans le même texte, est davantage appréhendée comme le produit d'un travail politique d'unification. La classe n'est plus une donnée objective, c'est le produit d'un travail politique. Ou même on pourrait dire c'est l'enjeu d'un travail politique d'unification. Une telle orientation est liée à l'hypothèse selon laquelle, dans la question des classes, les luttes est première. Si on utilise, on voit l'expression lutte des classes. On peut l'interpréter comme il y a des classes qui sont données et puis la lutte vient après. Mais dans la vision constructiviste, qui est en partie celle de Marx, les classes existent par leur lutte. C'est les luttes qui constituent les classes. Dans la lutte des classes, c'est lutte qui est l'élément principal, qui est premier. Par exemple, quand Marx dit l'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes. Et dans ce cas-là, lutte est principale. Lutte est principale logiquement. Logiquement parce que dans ce cas-là, c'est la lutte qui permettrait, dans la lutte des classes, de définir les classes. C'est logiquement et c'est chronologiquement. Parce que dans le cours historique, c'est la lutte
aussi, qui est centrale. Cette formulation de Marx, sa lutte contre la bourgeoisie commence avec son existence même. Hein, le prolétariat. Sa lutte contre la bourgeoisie commence avec son existence même. C'est-à-dire que c'est dès le départ la lutte qui définit les classes. Pas simplement la relation, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la façon dont j'utilise, mais la lutte, donc il y a un élément actif, de pratique, d'action. Ce sont alors ces luttes qui scandent le développement du prolétariat et son unification. Car, je cite encore Marx, dans sa lutte contre la bourgeoisie, le prolétariat est forcé de s'unir en classe. Dans sa lutte contre la bourgeoisie, le prolétariat est forcé de s'unir en classe. Attention, on commence à avoir justement un élément intéressant. C'est qu'il y a le prolétariat, et le prolétariat est forcé de s'unir en classe. Ça veut dire que le prolétariat, au départ, n'est pas une classe. Il est forcé de s'unir en classe, dans la lutte. Donc, le prolétariat n'est pas ordonné au départ, il apparaît dans la lutte. La classe devient un élément second. Voilà. Sa lutte contre la bourgeoisie commence avec son existence même. Dans sa lutte contre la bourgeoisie, le prolétariat est forcé de s'unir en classe. Et Marx donne un raccourci historique de ça. Je cite. Au début, la lutte est engagée par des ouvriers isolés. Au début, la lutte est engagée par des ouvriers isolés. Premier élément. Il peut y avoir des ouvriers, mais il n'y a pas de classe. Le fait qu'il y ait des ouvriers ne signifie pas qu'il y a une classe. Les ouvriers isolés ne donnent pas une classe nécessairement. Au début, la lutte est engagée par des ouvriers isolés. À ce stade, les travailleurs forment une masse disséminée à travers tout le pays, divisée par la concurrence. À ce stade, les travailleurs forment une masse disséminée à travers tout le pays et divisée par la concurrence. C'est-à-dire qu'au départ, il y a des ouvriers, une masse d'ouvriers, mais il n'y a pas une classe. Mais avec l'accroissement des luttes, les divisions reculent et la classe prend davantage de consistance. Donc la classe n'existe pas au départ, en fait elle prend peu à peu de la consistance avec l'accroissement des luttes. Je cite encore le texte, le vrai résultat de leur lutte, ce n'est pas le succès immédiat, mais l'union de plus en plus étendue des travailleurs. Le vrai résultat de leur lutte, ce n'est pas le succès immédiat, mais l'union de plus en plus étendue des travailleurs. Le résultat, ce n'est pas le succès immédiat pour la réduction du temps de travail par une telle augmentation de salaire dans telle entreprise, mais c'est le processus d'unification en classe. Et l'unification de la classe est alors un mouvement qui permet de passer de l'émiettement local à un lien national. Il y a peu à peu une construction de la classe. Au début, on a un émiettement local, on a des ouvriers isolés qui sont dans des usines différentes, qui sont dans des localités différentes. On a donc cet émiettement. Et peu à peu, on a le processus de construction d'une classe qui suppose un lien national entre ces individus isolés. Ce que Marx appelle centraliser en une lutte nationale, en une lutte de classe, les nombreuses luttes locales. Centraliser en une lutte nationale, en une lutte de classe, les nombreuses luttes locales. Au départ, il y a des luttes locales, avec des ouvriers isolés. C'est quand la lutte devient de plus en plus nationale que ça devient une lutte de classe. Et donc que les classes sont constituées. Ce passage laisse entendre qu'on ne peut parler véritablement de lutte de classe qu'à un certain niveau d'unification nationale de la lutte.
centralisé en une lutte nationale, en une lutte de classe. Ça suppose que si c'est pas centralisé en une lutte nationale, c'est pas encore vraiment une lutte de classe. Donc, on ne pourrait parler de lutte de classe véritablement qu'à un certain niveau d'unification nationale de la lutte. Cette lutte nationale, c'est d'abord serait une lutte politique. Marx écrit toute lutte de classe est une lutte politique. Donc, si on récapitule, quelque chose qui va à l'inverse d'une certaine façon de ce qu'on a dit dans la première partie. Parce que dans la première partie, la bourgeoisie, le prolétariat existe comme classe au départ comme une donnée objective, produit par le développement de l'industrie et du machinage. Là, on a une autre logique. Les prolétaires isolés ne constituent pas automatiquement une classe, indépendamment du processus de leur organisation dans une lutte politique de classe. C'est-à-dire, il peut exister des prolétaires, il peut exister des ouvriers, mais sans qu'il existe une classe ouvrière ou un prolétariat. Il peut y avoir des millions de prolétaires, des millions et des millions, ça peut être la masse la plus importante de la population, sans pourtant qu'il existe une classe ouvrière et un prolétariat. Donc, les prolétaires isolés ne constituent pas automatiquement une classe, indépendamment du processus de leur organisation dans une lutte politique de classe. Et ce processus n'est pas qu'un mouvement ascendant. On ne passe pas simplement du local jusqu'au national, de la division à l'unité. C'est beaucoup plus erratique comme mouvement. Oui. La classe bourgeoise, elle a besoin d'unité pour devenir une classe? Alors, il s'intéresse peu à la constitution de la classe bourgeoise. Peu. Dans les autres textes, on verra, la classe bourgeoise est analysée, mais elle est extrêmement divisée politiquement. Contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, la bourgeoisie est unifiée. En fait, ce qui est encore plus divisé, c'est les bourgeois. C'est pour ça qu'ils vont s'opposer entre fractions républicaines, entre fractions royalistes, entre fractions orléanistes, etc. Ils vont constamment se diviser avec des positionnements politiques et des intérêts différents. Les banquiers n'ont pas les mêmes intérêts que les industriels, et ceux qui possèdent les grands propriétaires terriens n'ont pas les mêmes intérêts. Et individuellement, les capitalistes se divisent entre eux parce qu'ils sont en concurrence sur le marché. Et donc la classe bourgeoise est une des plus divisées. C'est celle que dans la vision conspirationniste aujourd'hui, dominante dans la critique sociale, c'est celle qu'on voit comme tenant les choses de manière unifiée, les riches qui manipulent dans l'ombre et qui sont unifiés derrière toutes les institutions internationales, etc. Pour Marx, non, les riches sont encore plus divisés que les prolétaires. Mais il a moins, disons, il s'est moins intéressé dans ce texte à la question, disons, de l'unité ou de la division de la bourgeoisie. Ce processus, donc, n'est pas un mouvement ascendant. Je cite Marx, cette organisation des prolétaires en une classe et par la suite en parti politique est à tout moment détruite par la concurrence des ouvriers entre eux. Cette organisation des prolétaires en une classe et par la suite en parti politique est à tout moment détruite par la concurrence des ouvriers entre eux. Donc, c'est pas simplement que ça monte, c'est que ça monte et ça redescend. C'est erratique ce processus de construction de la classe. Parce que sans arrêt, la division vient recasser la classe. C'est-à-dire la concurrence réintroduit chez les ouvriers, chez les prolétaires, de la division dans le processus d'unification, constamment. On voit toujours cette formulation, cette organisation des prolétaires en une classe. Ça veut dire que les prolétaires sont organisés en une classe, les prolétaires ne sont pas automatiquement une classe. Ils sont organisés en une classe. La réelle concurrence, la concurrence, elle est par exemple liée aux divisions racistes, par exemple. Je renvoie au livre de l'historien Gérard Moyel, le massacre des Italiens, Aigues-Mortes, 17 août 1893. Sur Aigues-Mortes, une petite ville pas loin de Nîmes, où on va avoir, dans la
concurrence entre travailleurs italiens et travailleurs français, d'Aigues-Mortes, on va avoir un massacre d'Italiens. Les ouvriers se tuent entre eux et c'est les Français qui tuent les Italiens. Donc, cette question n'est pas nouvelle et la question de l'islamophobie, de la baya, etc. n'est pas quelque chose de relativement nouveau. C'était des choses très proches qu'on pouvait utiliser avec les Italiens ou les Espagnols. Et pourtant, il n'y avait pas la question de la religion différente. Donc la concurrence, alors concurrence différente, de division et de concurrence, et donc là, une concurrence aussi raciale ou nationale, raciste, joue un rôle. L'action des communistes s'inscrit dans cette logique politique, qui est pour une part erratique d'unification. Ce n'est pas le seul parti pour Marx, le parti communiste, la Ligue des communistes, il y a plusieurs partis prolétariens, et c'en est un. Le but immédiat des communistes est le même que celui de tous les autres partis prolétariens, constitution du prolétariat en classe. Le but immédiat des communistes est le même que celui de tous les autres partis prolétariens, constitution du prolétariat en classe. Donc c'est toujours cette idée, c'est que les prolétaires sont comme une classe et donc il faut un travail politique pour les constituer en classe. Et la perspective même du pouvoir prend sens par rapport à ce mouvement, puisque, je cite, le prolétariat doit tout d'abord s'emparer du pouvoir politique, s'ériger en classe nationale. Le prolétariat doit tout d'abord s'emparer du pouvoir politique, s'ériger en classe nationale. Un premier sommet de processus d'unification, c'est que le prolétariat devient une classe nationale, en prenant le pouvoir. Alors là, il y aurait des choses intéressantes à dire, qui ne concernent pas exactement, c'est les tensions entre la dimension nationale et l'internationalisme chez Marx. Parce que Marx va en même temps dire dans certains textes que le marché capitaliste est immédiatement mondial, que donc le prolétariat a une existence immédiatement mondiale, et que donc d'une certaine façon l'internationalisme est premier, dans le même manifeste du Parti communiste. Ça se finit ainsi, les prolétaires n'ont pas de patrie, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Il y a ça, et en même temps, il y a les prolétaires n'existent vraiment en classe que s'ils deviennent nationaux. Et donc là, il y a une tension entre la dimension nationale, une hétérogénéité entre une inscription nationale forte et la dimension internationale. Là aussi, c'est une tension qui n'est pas articulée. Il y a l'affirmation d'un caractère immédiatement international des choses, et en même temps, l'idée que la classe n'existe vraiment qu'à partir du moment où elle existe à un niveau national. On est, au moment où Marx écrit, c'est les débuts où l'État-nation devient peu à peu, disons, le cadre politique principal de la politique. Ce n'est pas le cas avant. Donc ça, c'est une autre tension qu'on trouve chez Marx, entre national et international. Donc, si on prend le texte de Marx comme un texte sociologique, on a bien une tension entre les aspects objectivistes et les aspects constructivistes, qui ne vont pas dans la même direction. Est-ce que la classe existe déjà? Elle est donnée par des processus politiques et technologiques? Ou est-ce que la classe est le produit d'une activité politique? Est-ce que c'est un input ou est-ce que c'est un output? Donc, pour la méthodologie, ayons bien en tête Foucault, on voit bien que Foucault le dit aussi pour les livres, un auteur, c'est pas nécessairement cohérent, mais même un même livre d'un auteur, c'est pas nécessairement cohérent. Il ne faut pas postuler a priori la cohérence et pouvoir rechercher la cohérence. Les lectures objectivistes du manifeste du Parti communiste ne vont retenir, et c'est souvent, ça va être souvent le cas des lectures marxistes dominantes, vont retenir que les aspects objectivistes économiques.
et vont mettre de côté les aspects constructivistes du texte. Donc on va sélectionner un morceau pour créer une cohérence. Et on va passer à côté de la tension dans le texte entre les deux logiques. Le troisième point va l'envisager comme texte politique. Petit 3, aspect performatif d'un texte politique. Performatif, c'est un mot qui est emprunté à la philosophie du langage et à la linguistique. Performatif. Aspect au pluriel performatif d'un texte politique. Le manifeste du Parti communiste n'est pas seulement un livre d'analyse sociale, mais aussi, et surtout peut-être, un livre directement politique qui s'appelle Manifeste. Et il suit la tenue d'un congrès politique. Donc il s'agit dans ce texte de promouvoir la Ligue des communistes qui vient d'être créée en juin 1847. Alors. Et donc, c'est aussi, et c'est surtout, un livre de propagande politique. Un manifeste, un livre de propagande. Donc, le registre du langage savant qu'on a vu jusqu'à présent, il croise fortement le registre du langage du militant politique. Le registre du langage du savant, le registre du langage du militant politique. C'est important pour saisir le contexte d'énonciation du texte. Le contexte d'énonciation, c'est-à-dire quel est le registre à partir duquel le texte énonce des choses. Le manifeste du Parti communiste, c'est un des textes les plus directement politiques de Marx. Et donc, le registre du langage militant est prédominant. Un livre comme Le Capital de Marx, il y a des dimensions politiques aussi, mais le registre est principalement savant. Donc tous les textes des auteurs n'ont pas le même contexte d'énonciation. Là, on a un texte avec un registre militant qui est prédominant. Il y a des textes de Marx où le registre est plus savant, scientifique. Dans les textes philosophiques, dans le manuscrit 44 plus philosophique, bon, donc le contexte d'énonciation n'est pas le même pour comprendre un texte. Si on prend mieux en compte cette dimension du contexte d'énonciation du texte, ça permet de mieux travailler la tension entre objectivisme et constructivisme qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, comme c'est aussi et surtout un texte directement politique, comme fréquemment dans les discours politiques, les formulations de Marx ont un aspect volontariste, comme souvent dans les textes politiques. Qu'est-ce que ça veut dire volontariste? Ça veut dire que la volonté apparaît à certains moments prédominante dans ce qui se passe. La volonté apparaît presque plus puissante dans le façonnement de la réalité. Le discours politique et le discours militant est souvent un discours volontariste, où la volonté semble pouvoir façonner la réalité. Les discours politiques ont un aspect volontariste et même donc performatif. Qu'est-ce que ça veut dire performatif? Performatif, c'est notamment lié à le philosophe du langage, un britannique, Austin, et un autre qui viendra par la suite, américain, Searle. Qu'est-ce que ça veut
chez Austin et Searle le performatif, c'est des formulations dans les textes comme tendant à énoncer comme étant déjà là, dans le présent, ce qu'on souhaite faire venir dans le futur. Le performatif, donc, c'est énoncer comme des faits déjà là, dans le présent, ce qu'on souhaite en faire advenir dans le futur. Les prolétaires sont unis. Voilà un énoncé performatif. En fait, je souhaite que les prolétaires soient unis, et donc je dis les prolétaires sont unis. C'est ça le performatif. C'est énoncer comme étant déjà là quelque chose qu'on souhaite, mais qui n'est pas encore là. Le langage politique est plein de performatifs. Il énonce sans arrêt des choses qui ne sont pas là et qu'on souhaite être là. Par exemple, il y a une écologie à la française parce que la France adore la nature. Dernier discours d'Emmanuel Macron. Bon. Cette écologie à la française, elle n'existe pas encore. On ne sait pas encore comment on va concilier l'amour de la bagnole et l'écologie. Donc, c'est un énoncé typiquement performatif qu'on présente comme étant déjà là, même comme une tradition, quelque chose qui n'existe pas encore. Et qui peut-être n'existera jamais. Parce que les performatifs n'ont pas forcément d'effet, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de l'énoncer pour que ça existe. Donc c'est ça le caractère performatif du langage politique. Énoncer comme déjà là quelque chose qui n'est pas encore là, mais qu'on souhaite faire advenir. C'est quelque chose de très important dans le discours politique, c'est ce qu'a montré Pierre Bourdieu dans son analyse des discours politiques. Une des caractéristiques principales du discours politique, c'est son caractère performatif. Oui. Et du coup, dans la performativité, il n'y a pas aussi l'effet sur la réalité. Il n'y a pas un aspect aussi d'effet sur la réalité. Alors, après, c'est un deuxième élément, on va utiliser une autre notion. Le performatif, déjà, c'est ça. C'est le fait d'énoncer, mais c'est pas sûr que c'est un effet, pour l'instant. Par exemple, quand Mélenchon lance la campagne de la NUP pour les législatives, donc c'est les Français vont élire leur Premier ministre. Et il se présente comme le Premier ministre qui va être... c'est performatif, mais ça n'a pas eu d'effet. Les Français n'ont pas élu Jean-Claude Mélenchon comme Premier ministre. Donc le performatif n'a pas nécessairement d'effet. Le performatif peut avoir des effets, finalement. Tout d'abord, le performatif a des effets de croyance. Des effets de croyance, pas sur tout le monde, mais sur un certain nombre de gens. Il y a une série de gens et de militants qui ont cru que les Français allaient élire Mélenchon comme Premier ministre. Il y en a qui ont cru. Donc il y a des effets de croyance dans le performatif. J'ai pu analyser, je l'ai mis comme référence sur Moodle au moment des débuts de la campagne, dernière campagne présidentielle, mais avant la campagne officielle, quand il y a une hésitation sur la candidature d'Éric Zemmour. Lui-même, semble-t-il, ne sait pas qui va se présenter. Et puis, il y a une série de sondages qui le donnent de plus en plus haut. Et donc, il y a une boule de neige qui se fait. Les sondages provoquent des commentaires politiques. Il y a la une de la plupart des journaux, de gauche et de droite d'ailleurs, autour du phénomène Zemmour, etc. Zemmour qui lui-même ne sait pas s'il va se présenter, finalement, tout le monde croit que c'est un des principaux candidats. Et donc là, il y a un effet de croyance performative sur l'ensemble des commentateurs, des sondeurs, etc.,
Ça a des effets sur les sondages après, parce que les sondages enregistrent aussi ce que les gens entendent dans les médias. Donc, la cote de popularité de Zemmour monte au fur et à mesure qu'on parle plus de lui dans les médias. Tout ça, ça fait une sorte de boule de neige, et c'est ce qui a fait que, après coup, donc ça a des effets, d'une certaine façon. Ça n'a pas des effets au sens où, finalement, Zemmour n'a pas été au sommet qui était attendu à ce moment-là. Mais les thèmes de Zemmour ont organisé la campagne électorale jusqu'au début de la guerre en Ukraine en février. Ils ont organisé la campagne. En partie à droite, en partie à gauche. À droite, bien sûr, parce que Valérie Pécresse va jusqu'à un peu avant la campagne, avant l'intervention en Ukraine de la Russie, va dans un meeting adouber la théorie du grand remplacement. Donc, une modérée, proche d'Alain Juppé, qui devient une adepte de la théorie du grand remplacement. Ça, c'est l'élément performatif. Bon. Et à gauche, quelqu'un comme Arnaud Montebourg, qui pensait être candidat, c'était ce qu'il appelait la remontada. Là aussi, c'était un effet performatif. La remontada n'est jamais remontée. Bon. À un moment donné, il va emprunter une mesure au moment avant qu'il récuse sa candidature, qu'il se retire du jeu. Il va emprunter une mesure qui est dans le programme du Rassemblement national, c'est-à-dire bloquer les fonds qui passent par les différents éléments bancaires là, des migrants en France vers les pays d'origine. C'est que les fonds. Voilà. Et il prend cette mesure, il pense que ça va lui faire remonter la remontada. Ce n'est pas le cas. Et donc ça a des effets à gauche aussi. Tout ça, il y a un effet donc du performatif, ce qui est souvent un effet de croyance, et dans certains milieux. Il n'est pas sûr que dans la population en général, les gens aient cru à le fait qu'il y avait un Zemmour. Mais déjà, l'importance que ça s'entretienne au moins entre les conseillers en communication, les journalistes et les sondeurs. Donc il y a des effets, mais il n'y a pas nécessairement d'effet du performatif. Alors, si on est dans cette perspective, certaines phrases de Marx dans le manifeste du Parti communiste, on a cet élément de performatif. Par exemple, sur le caractère nécessaire de la constitution en classe. On a vu que Marx est sensible au fait que c'est erratique. Ça se développe et puis ça recule. Hein. Mais quand même, il y a des formules performatives, typiquement, où il confond le constat avec ce qu'il souhaite. Mais elle renaît sans cesse toujours plus forte, plus solide, plus puissante. L'union des travailleurs. Mais elle renaît sans cesse toujours plus forte, plus solide, plus puissante. Ça, c'est un énoncé typiquement performatif. Ces phrases, si on les prend sous leur dimension performative, soulignent donc la dimension d'enjeu de la classe. C'est-à-dire que la classe est peut-être aussi un enjeu de performatif opposé, on peut dire. Ce que Bourdieu appelle des luttes symboliques. Des luttes symboliques, c'est-à-dire des luttes autour de la bonne définition de la classe. C'est-à-dire que Marx et Engels, en tant que texte politique, ce texte, le manifeste du Parti communiste, en texte politique performatif, propose une certaine définition de ce que c'est la classe ouvrière, à son époque, qui est en conflit avec d'autres visions aussi de ce que doit être la classe et la classe ouvrière. Et donc, les classes seraient aussi alors un enjeu de lutte symbolique autour de quelle est leur définition, avec des définitions qui vont s'opposer. On voit bien ça dans un livre du sociologue Pierre Ansart, dans un livre qui est consacré au début de l'anarchisme en France, qui s'appelle Naissance de l'anarchisme, et qui esquisse une explication sociologique du proudhonisme. Naissance de l'anarchisme, esquisse
une explication sociologique du proudhonisme. C'est un texte d'un livre de 1970. C'est un livre où Ansart emprunte un certain nombre de concepts à Pierre Bourdieu. C'est consacré à une analyse sociologique de l'œuvre et de la biographie de Pierre-Joseph Proudhon, donc qui est une des figures considérées comme pionnières de l'anarchisme en France, 1839-1835, mais un peu plus vieux que Marx. Pendant un temps, quand Marx va être à Paris, ils vont avoir une certaine proximité. Marx admire beaucoup Proudhon, un peu plus vieux que lui, parce qu'en même temps, il a un impact sur le mouvement ouvrier naissant français, alors que Marx, il est plutôt seulement dans la philosophie et pas avec un impact sur des mouvements sociaux. Proudhon, lui, est un autodidacte. Au début, c'est un imprimeur, un ouvrier imprimeur. Et puis à peu, ils vont s'opposer, se séparer, et Proudhon va écrire un livre qui s'appelle Philosophie de la misère, et Marx va publier un livre juste après qui s'appelle Misère de la philosophie. Ce que montre Pierre Ansart, c'est que dans la polémique entre Proudhon et Marx, c'est aussi deux figures de ce qu'on peut appeler la classe ouvrière qui s'opposent, deux définitions différentes. Et à l'époque de Marx et Proudhon, d'ailleurs, on dit les classes ouvrières. C'est le mot utilisé. Il n'y a pas encore la classe ouvrière. Le vocabulaire le plus souvent utilisé, c'est les classes ouvrières, et notamment dans les classes ouvrières, on a les artisans. Les artisans, ils sont dans les classes ouvrières. Même donc les artisans qui possèdent leur outil de travail. Pas simplement les compagnons, mais ceux qui possèdent. Et les débuts du mouvement ouvrier, en France, se font avec les artisans. Ici, à Lyon, les canuts, les premières mobilisations ouvrières, en 1830, ce sont des artisans qui possèdent leur métier, qui possèdent leur outil de travail. Ils ne travaillent pas dans une usine. Ils possèdent leur métier à tisser, ils tissent d'ailleurs dans leur maison, comme ça qu'ils sont constitués avec ces hauts plafonds, etc., notamment sur la Croix-Rousse, les maisons lyonnaises. Les métiers à tisser sont dans les maisons, et les canuts sont dépendants simplement du marché avec le négociant, mais ils possèdent leur outil de travail. On n'a pas tout à fait la même définition, puisque en partie de ce qu'on appelle ouvriers ou les classes ouvrières, il y a des gens qui possèdent l'outil de travail, il y a des gens qui sont salariés. On dit les classes ouvrières. Proudhon va défendre, lui qui lui-même a fait le tour de France comme compagnon, qui est un imprimeur, un ouvrier imprimeur, il va défendre une figure de l'ouvrier liée au métier de type artisanal. Les ouvriers de métier. Marx va défendre une figure industrielle. À l'époque de l'opposition entre Marx et Proudhon, disons empiriquement, c'est largement les ouvriers de métier, artisanaux, qui sont dominants. En France, par exemple, c'est peu de choses des ouvriers industriels. C'est quelque chose qui va se développer de manière pionnière en Grande-Bretagne, et en France, ça va mettre très longtemps à se développer. Et d'ailleurs, ceux qui vont créer les premiers syndicats, les bourses du travail, la première CGT de sensibilité anarchiste en France, sont des ouvriers de métier, des cordonniers, des boulangers, etc. Pas des ouvriers d'usine. Donc on a deux visions différentes de ce que c'est que la classe ouvrière. Est-ce que c'est les salariés dans des usines, ou est-ce que c'est tous ceux qui travaillent de leurs mains et qui aussi sont contraints par le marché, etc., comme les ouvriers artisanaux, que ce soit compagnons ou
patron. Donc le conflit entre Proudhon et Marx, c'est aussi un conflit autour qui a pour enjeu la définition même de ce qu'on appelle la classe ouvrière. Ça participe des luttes symboliques autour de qu'est-ce que c'est que la classe ouvrière. Sa représentation dominante, son avenir. Et d'une certaine façon, c'est là où il y a un effet performatif. On peut dire que la définition de Marx et la définition de Proudhon vont s'opposer. Pendant un temps, c'est la définition de Proudhon dans le cas de la France qui va être largement dominante, au moins jusqu'à la guerre de 14-18. Et puis la vision de Marx va prédominer par la suite. Elle va prédominer, donc elle va avoir un effet sur la réalité aussi. Elle va avoir un effet sur la réalité parce que ça va conduire à mettre de côté les ouvriers artisanaux et les artisans, etc. Et si ça a un effet, c'est pas simplement parce que Marx l'a énoncé, c'est pas simplement parce qu'il y a eu le développement industriel, c'est aussi parce que des organisations peu à peu puissantes se sont réclamées des thèses de Marx et peu à peu ont construit le travail politique dans ce sens-là, avec cette délimitation-là. C'est ce que Bourdieu appelle un effet de théorie. C'est-à-dire qu'il y a des théories qui ont des effets. Alors, toute théorie n'a pas un effet. Tout performatif n'a pas un effet. Il faut un certain nombre de conditions sociales pour que de telles théories marchent. Donc, il faut notamment des organisations puissantes, des syndicats, des partis, des institutions. Il faut que ça ait un écho dans des, disons, secteurs larges en termes d'expérience de la population, pour que ça dise quelque chose. Donc, n'importe quelle théorie n'a pas un effet, il faut des conditions sociales. Mais certains performatifs ont des effets théoriques qui ont contribué à faire que la réalité devienne ce qu'elle est. Comme je dis, tout le monde n'a pas d'effet de théorie, puisque si je dis, je lance un blog sur Internet, sur les réseaux sociaux, je dis, j'ai trouvé les personnes les plus dominées dans le monde, les plus discriminées, ceux dont la lutte est la plus juste, c'est les gens qui sont barbus avec un crâne rasé. C'est les vrais prolétaires du monde. Il faut créer un parti, des syndicats, des associations, une internationale des gens qui ont le crâne rasé, qui sont barbus. Je lance cet appel. Je construis une théorie de la société autour de la situation discriminée des barbus au crâne rasé. Il est possible que quelques timbrés m'écoutent sur Internet, c'est toujours possible, mais il y a peu de chances que c'est un effet comme la théorie des classes de Marx. Bon. Donc, il ne suffit pas de dénoncer et d'avoir un performatif, en disant les barbus au crâne rasé sont les plus discriminés, ils seront bientôt unis dans la lutte contre l'injustice. Il ne suffit pas de le dire pour que ça ait un effet sur la réalité. Donc, il y a des effets de théorie de certains performatifs, il faut certaines conditions sociales. Récapitulatif. Et c'est le point 4. On va récapituler ce qu'on a dit jusqu'à présent sur les 3 premiers points. Les aspects objectivistes économistes, les aspects constructivistes, les aspects informatifs. Donc, c'est le petit 4 récapitulatif de points, 3 modes d'analyse sociologique de l'action collective.
3 modes d'analyse sociologique de l'action collective. Oui. Tout à l'heure, vous disiez que dans la dimension militante, Oui. il y a une notion de l'analyse distanciée de l'objectif militant. Et est-ce que le discours performatif est relié au professionnel militant ou Le prophétisme militant contamine l'analyse distanciée. Par exemple, si je dis les prolétaires sont objectivement unis, j'utilise le mot objectif et une forme d'objectivisme scientifique en disant c'est dans la réalité, mais parce que c'est la science qui dit que c'est dans la réalité. Bon. Et donc, d'une certaine façon, mon analyse distanciée, elle est déjà contaminée par le prophétisme militant. est-ce que le discours performatif relève de ce prophétisme? Oui, le performatif, il peut utiliser des figures du langage scientifique, mais dans une logique, disons, qui projette sur la réalité existante le souhaitable. Et Marx, du coup, dans son ouvrage, là, il n'arrive pas à avoir une analyse distanciée. Il y a des éléments d'analyse distanciée qui sont en tension, parce que ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il n'y a pas un sens du livre de Marx, comme il n'y a pas un sens de Marx. Il y a plusieurs sens. Si on le prend comme un texte sociologique, il produit des outils d'analyse distanciée. Si l'on le prend comme un texte politique, il nous fait voir d'autres choses. Et donc il n'y a pas un sens unique du même livre, du même texte. Il faut sortir de cette située des continuités réfléchies et des synthèses toutes faites, l'analyse de Foucault. Un livre, c'est peut-être quelque chose d'hétérogène, et on n'est pas sûr que ce soit cohérent. Et donc il ne faut pas à tout prix vouloir qu'il nous dise quelque chose de cohérent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des livres cohérents, mais il ne faut pas le présupposer au départ. Donc, on va récapitulatif 3 modes d'analyse sociologique de l'action collective. Donc, si on récapitule, j'ai repéré chez Marc Savant 2 modes d'analyse de l'action collective. Et on a vu que ce Marc Savant était imbriqué quand même dans un Marx militant, un conflit. 2 modes d'analyse de l'action collective autour du mode d'existence des classes sociales et de leur forme de mobilisation. Le mode d'analyse objectiviste économiste, le mode d'analyse constructiviste. La mise en rapport de ces 2 modes d'analyse peut déboucher sur un 3e mode d'analyse. Ce 3e mode d'analyse n'est pas chez Marx. Mais c'est un 3e mode d'analyse qu'on peut produire à partir du moment où on voit que ces 2 modes d'analyse, on les met en relation. Même si Marx lui-même ne les met pas en relation. Alors, récapitulons. Et à chaque fois on va voir en quoi ça s'est imbriqué aussi au Marx militant. On a une analyse objectiviste, économiste, qui fait des classes une donnée objective. Le résultat du mouvement économique de la société. C'est aussi ce qui va mettre l'accent sur le rôle des facteurs économiques ou technologiques dans l'explication de telle ou telle mobilisation. C'est cette dimension objectiviste économiste qui a été retenue par les marxismes dominants. Ce pôle objectiviste économiste, en tant que mode d'analyse savant, garde un lien avec la posture militante, dans la mesure où il participe au performatif. Donc on revient à ce qui vient d'être dit. Quand il énonce sur le mode du constat présent l'unité objective de la classe, alors que c'est une unité qu'il vise dans l'avenir. Donc, un pôle objectiviste économiste comme mode d'analyse savant chez Marx, mais qui garde toutefois un lien avec la posture militante, puisqu'il peut alimenter aussi le performatif. Prenons 2 exemples pour bien saisir cette dimension. On va dire objectivement, ce qui domine,
c'est les rapports entre les classes. C'est ça qui crée objectivement les choses. Et donc, ce qui concerne les rapports de genre ou ratio, ce sont des éléments secondaires qui viennent diviser l'unité objective de la classe. Et donc ces éléments secondaires et l'unité objective de la classe va prédominer et va peu à peu éliminer ces divisions secondaires du genre et racial. Certaines féministes vont dire, non. Ce qui domine, ce qui est le plus important, ce qui structure, disons, la société, c'est les rapports de genre. Et les rapports de classe ou les rapports raciaux sont secondaires. Et c'est sur la base, disons, de la division de genre qu'on constitue une action collective. Et puis certains antiracistes vont dire non, c'est la race. La classe c'est secondaire, le genre c'est secondaire, mais c'est la race qui compte. Par exemple, ça va être un thème du groupe qui s'appelait les partis des indigènes de la République. La classe c'est secondaire, le genre c'est secondaire, l'homophobie c'est secondaire, etc. Mais c'est la contradiction raciale qui est la principale. Donc, le pôle objectiviste économiste, c'est un mode d'analyse savant qui garde un lien avec la posture militante, puisque ce qui est énoncé comme objectivité, c'est en fait en même temps ce qu'on veut qu'il advienne. Souvent, on va appeler ça objectif. C'est objectif, c'est scientifique. C'est ça qui structure la réalité. C'est ça la réalité. Donc, une analyse objectiviste économiste, une analyse constructiviste, qui anticipe en pointillé les courants contemporains des sciences sociales. On va voir là-dessus. Les classes, dans ce cas-là, sont appréhendées comme le résultat d'un travail symbolique et politique. Travail symbolique, c'est-à-dire c'est des images communes qui font un nom commun. La classe ouvrière, par exemple. Et très important en France, quand on va passer du terme qui est le plus couramment utilisé, les classes ouvrières, et qu'on va peu à peu utiliser la classe ouvrière. On va passer les à la. Donc, un travail symbolique, des images communes, un nom commun déjà. On le verra quand on analysera les gilets jaunes, mais il y a beaucoup d'hétérogénéité dans ce qu'on appelle les gilets jaunes, mais il y a la construction d'un nom commun. Entre toutes ces choses hétérogènes, il y a un nom commun. Bon, les gilets jaunes. Et un travail politique, de porte-parole, alors avec des associations, des partis, des syndicats qui vont porter dans l'espace public la parole de ce groupe. Donc, dans ce cas-là, les classes sont appréhendées comme le résultat d'un travail symbolique et politique d'unification, pas comme une donnée économique. Ce pôle constructiviste garde lui aussi, puisque c'est emboîté chez Marx, un lien avec la posture militante. Pourquoi? Parce que chez Marx, les formulations qu'on a vues, la construction de la classe a souvent une tonalité volontariste. Volontariste, c'est-à-dire centré sur l'action volontaire des militants. Parce qu'il y a des gens qui veulent construire l'unité de la classe, un parti, etc. L'unité de la classe se construit. C'est par une volonté. Et ça, ce volontarisme est lié au langage militant. Donc la forme savante constructiviste, elle est imbriquée quand même dans la forme militante. Alors qu'aujourd'hui, le constructivisme savant s'est dégagé de ça. C'est-à-dire la construction des groupes sociaux est appréhendée comme une imbrication entre des dimensions intentionnelles et inintentionnelles, volontaires et involontaires. Ce n'est pas la volonté qui prime dans la construction d'un groupe. Ce n'est pas un problème de volonté. La construction de groupe, on le verra avec le livre célèbre de Boltanski, Les cadres, la construction des groupes cadres en France. Bon. Ce n'est pas une volonté qui l'a produit, c'est des processus divers qui se sont rencontrés, qui vont contribuer à produire la classe. Donc, l'analyse objectiviste
économiste, c'était un mode d'analyse savant, mais qui chez Marx garde un lien avec la dimension militante à travers le performatif. L'analyse constructiviste, c'est un mode d'analyse savant, mais qui garde aussi des liens avec la dimension militante à travers la tonalité volontariste de la construction de la classe. Et c'est là où on passe à la possibilité d'un troisième mode d'analyse plus complexe, que je vais appeler la dialectique objectiviste constructiviste. Ça serait un troisième mot, un tiret entre objectiviste et constructiviste. C'est, en fait, je prends les deux premiers et je les mets en rapport. Marx ne le fait pas, c'est hétérogène dans son cas. Je les mets en rapport pour me donner une troisième façon d'appréhender les classes. Si on prend appui sur des aspects constructivistes du texte de Marx, mais en donnant un sens moins volontariste à la notion de construction de la classe, si on prend davantage en compte le fait que ça renvoie à un processus, un produit collectif involontaire, et pas simplement le produit d'une volonté, il est possible de combiner des aspects objectivistes et des aspects constructivistes du texte de Marx. Dans cette perspective, dans cette dialectique objectiviste-constructiviste, Marx identifierait tout à la fois des facteurs objectifs de division et des facteurs objectifs d'unification de la classe. Là, on est du côté de l'objectif. Il y a des facteurs objectifs de division, il y a des facteurs objectifs d'unification. Facteur objectif de division, concurrence entre les salariés, c'est un facteur de division. Isolement des travailleurs entre les différents secteurs industriels, c'est un facteur de division. Émiettement des luttes locales, c'est un facteur de division. Et on pourrait rajouter poids des idées dominantes, c'est un facteur de division. Il y a des facteurs objectifs de division, il y a des facteurs objectifs d'unification. Concentration industrielle, c'est un facteur d'unification pour Marx. Nivellement des conditions économiques des prolétaires, c'est une condition d'unification. Une chose que je n'ai pas abordée mais qui est présente dans le livre, accroissement des moyens de communication, comme les chemins de fer. Marx considère que les chemins de fer, c'est un élément très important de la construction de l'unité de la classe. Le fait qu'il y a des moyens de communication qui se développent et donc de circulation entre les localités différentes. Ou encore dynamique propre de la lutte des classes. Donc, il y a des facteurs, Marx identifierait à la fois des facteurs objectifs de division et des facteurs objectifs d'unification de la classe. Et dans cette relation entre des facteurs d'unification et de division, il y a les deux qui se rencontrent dans cette association entre des facteurs d'unification et de division, apparaît le travail proprement symbolique et politique d'unification. Mais le travail proprement symbolique et politique d'unification opère à partir des facteurs objectifs de division et d'unification. Bien. Le travail symbolique, non commun, image commune, politique, des porte-paroles, des associations, des syndicats, des partis. Ces facteurs, ce travail symbolique et politique d'unification, il opère à partir des facteurs objectifs de division et d'unification. Il opère à partir d'eux. Donc c'est ça que je vais appeler le troisième mode d'analyse, la dialectique objectiviste-constructiviste. Elle essaye d'articuler ce que fait pas mal dans le texte, les éléments objectifs et les éléments constructivistes. La construction
opère à partir de facteurs objectifs. Ces facteurs objectifs, il y en a certains qui vont dans le sens de la division, il y en a certains qui vont dans le sens de l'unification. Donc il y a une dialectique au sens d'une interrelation entre ces dimensions objectivistes et ces dimensions constructivistes. On devrait retenir sans doute de Marx et Engels que les facteurs diviseurs et les facteurs unificateurs s'opposent à travers les mouvements de l'histoire. Ça, et qui peuvent changer d'ailleurs, ce n'est pas forcément les mêmes facteurs diviseurs et les mêmes facteurs unificateurs en fonction des moments. Mais on peut mettre de côté le prophétisme optimiste de Marx, du livre de Marx en tant que texte militant, puisque pour Marx en tant que militant, finalement c'est l'unité qui va gagner, au bout du compte. Même si ça redescend, mais au bout du compte, c'est l'unité qui va gagner. Là, dans cette dialectique entre les facteurs objectifs et le travail de construction, on peut abandonner le prophétisme optimiste militant de Marx en considérant que l'issue de l'opposition entre facteurs unificateurs et facteurs diviseurs est incertaine. D'ailleurs, c'est ce qu'a montré l'histoire, puisque Marx était persuadé que d'ici la fin du 19e, il y aurait une révolution socialiste qui balayerait le capitalisme et qui verrait réaliser l'unité de la classe partout sur la planète. Donc, c'est effectivement pas qui s'est réalisé, ni au 19e d'ailleurs, ni au 20e. Donc, l'histoire même nous amène à modérer fortement le prophétisme optimiste, dans l'analyse de Marx. Donc, avoir bien en tête que ce troisième mode, objectiviste-constructiviste, des facteurs objectifs de division et d'unification, et c'est à partir de ces facteurs objectifs et de division et d'unification qu'opère le travail politique et symbolique d'unification. C'est un mode d'analyse qu'on ne trouve pas chez Marx. C'est nous, on lit le texte, on voit ces deux fils, et on va les mettre en rapport. Donc on verra à la fin l'histoire de en soi et pour soi. C'est une façon d'essayer de mettre en rapport les deux fils de Marx, et donc la tension chez Marx, plus intéressante que classe en soi, classe en soi. Donc on verra à la fin du passage sur Marx. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, et donc la semaine prochaine on passera au texte de Marx et luttes de classe en France, donc sur les luttes sociales en France entre 1948 et 1950.